Le gouvernement insiste là-dessus, au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Merci de nous pratiquer si vous nous écoutez à la radio sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Sur les réseaux sociaux, vous nous suivez grâce à notre page Facebook Kavi TV, également sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Vous nous suivez grâce à Kavi Média et notre application mobile disponible déjà sur Play Store et App Store pour suivre l'ensemble de nos programmes. Au menu de ce matin, déroulement de brevet d'études de premier cycle. La direction communale de l'éducation de Matoto ne manque pas de vigilance. Une école a été sévèrement sanctionnée par le DCE pour une fraude grave. L'établissement a, selon la note, octroyé des cartes d'identité scolaires aux candidats non inscrits sur la liste officielle du BEPC pour cette session 2025. Mais comment une telle irrégularité a-t-elle pu se produire? Nous en parlerons dans un instant avec M. Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation de Matoto, qui sera en ligne avec nous. Organisation des prochaines élections en République de Guinée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a été remplacée par la direction de la gestion des élections DGE, une structure désormais placée sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. La DGE sera dirigée par un directeur général et son adjoint, tous nommés par décret. Si la CENI se distinguait par une composition plus inclusive, la DGE, elle, ne semble pas répondre aux mêmes aspirations ou aux mêmes critères de représentativité selon les modalités fixées par le décret. Une situation qui suscite assez d'interrogations dans la classe sociopolitique, mais certains, à l'image de Nyati Mansari, plaident pour le maintien de l'inclusivité dans la gestion électorale. Il est notre second invité de ce vendredi. Au Mali, les autorités n'ont pas encore dit leur dernier mot. Après avoir dissous les partis politiques, elles exigent désormais que ces formations justifient l'utilisation des subventions d'État qui leur étaient accordées chaque année pour leur fonctionnement. C'est la Cour suprême malienne qui a lancé cette procédure. Les partis concernés ont jusqu'à la fin du mois de juin pour se conformer à cette exigence. Ils devront fournir leur état financier, relevé bancaire et toutes les preuves justifiant l'origine et l'usage des fonds perçus. Cette nouvelle initiative des autorités de Bamako intervient alors que plusieurs recours visant à contester le décret de dissolution sont encore pendants devant certaines juridictions, j'y arrive, même si d'autres se sont déclarées non compétentes. S'unir ou périr en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre est lancé. Le PDCI RDA et le PPACI ont décidé de former un front commun pour exiger l'intégration sur la liste électorale de plusieurs figures politiques écartées de la présidentielle du 25 octobre prochain, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Cette alliance réclame aussi la révision de la liste électorale et l'ouverture d'un véritable dialogue politique avant l'échéance présidentielle d'octobre prochain. On en parle également dans la dernière partie de cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce vendredi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
Merci de nous écouter partout à Conakry, de nous regarder à travers le monde. Merci d'être fidèles à nos programmes. C'est parti pour plus d'une heure de débat ici en studio, en plateau, avec les débatteurs, on va les appeler comme ça, plus nos invités. Il est avec moi ce matin, Yamoussa Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. C'est une pensée positive. À tous ceux qui sont malades. Hein. Tous ceux qui sont malades. On a l'équipe qui n'est pas au grand complet. Il faut dire que ce que nous faisons, c'est un travail de ouf. Ouais. Et donc, c'est pas facile. Parfois, étant être humain, il y a la fatigue qui subsiste. Et donc, nous pensons, nous sommes de cœur avec eux, qu'ils se rétablissent vite et qu'ils reprennent très vite avec nous dans ce studio. Je parle de Yaya Diallo, Mohamed Leba, entre autres. Et du nouveau mari, hein, on comprend déjà ce qui se passe de ce côté. Allez, Yamoussa Cheikh, on parle de ce premier sujet à l'ordre du jour. La fraude au BEPC, ça ne passe pas à Matoto. Une école vient d'être sévèrement sanctionnée. La note est officielle, sanctionnée par la direction communale de l'éducation. Elle est accusée d'avoir délivré des cartes scolaires à des candidats non inscrits sur la liste de l'examen, en tout cas du BEPC 2025. Alors justement, si le défi pour un examen à peser semble être relevé en partie, il faut dire que le défi pour des examens sans fraude reste encore non relevé par les autorités en charge du système éducatif de notre pays. Alors parlant du BEPC, il faut dire qu'ils sont cette année 179 849 candidats sur toute l'étendue du territoire. Et puisqu'on parle de la commune de Matoto, ils sont plus de 23 900 candidats. Et donc, il faut comprendre que ces examens, d'abord, ont commencé par le CEE, l'examen d'entrée en 7e année, comme le m'a appelé, et se sont poursuivis sur le BEPC et se poursuivront également jusqu'au baccalauréat unique. Je le disais, le CEE d'abord, on a vu, il n'y a pas eu assez de brio autour puisque ça a été un examen apaisé et réussi d'abord sur toute l'étendue du territoire selon les constats et même selon les déclarations faites par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le MEPUA. Et donc, après le CEE, place donc au brevet d'études de premier cycle, mais depuis son lancement le 16 juin dernier, il y a eu des déclarations, ça et là, des tentatives de fraude. Vous avez vu, bien avant que la sanction ne tombe du côté de Matoto, cette sanction que l'on parle venant du directeur communal de l'éducation, il y a eu d'abord un communiqué qui a été rendu public par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, signé même par le ministre Jean-Paul Sedi, qui alertait l'existence de groupes WhatsApp, des groupes WhatsApp, des groupes qui s'hasarderaient à créer ou à trouver des sujets, des traités pour les candidats du BEPC, mais aussi les candidats du baccalauréat unique. Et donc, vous avez vu le ton donné par le MEPUA à travers le ministre, des mesures qui ont été prises, des sanctions annoncées contre les auteurs ou les présumés auteurs de ces groupes WhatsApp-là. Ça a continué. À Matoto, donc, une école a été frappée de plein fouet dans une note donc de service rendu public. C'était hier, jeudi 19 juin. La direction communale de l'éducation a annoncé des sanctions dites exemplaires à l'encontre du groupe scolaire Action Plus. L'école est située à Bessia Cité, donc pour des faits graves de fraude aux examens nationaux. Et selon les termes de cette décision, tous les encadrants et enseignants de l'établissement sont exclus du processus des examens nationaux, et ce pour une durée de 3 ans. Une mesure donc qui fait suite à la découverte, selon cette note circulaire, d'un scandale impliquant la délivrance frauduleuse des cartes d'identité scolaire à des candidats non inscrits sur les listes officielles du brevet d'études du premier cycle session 2025. Donc on parle de la délivrance des cartes d'identité scolaire à des candidats non inscrits. Donc, ce qui veut dire peut-être qu'on fait allusion à des cas de substitution, puisque si ces candidats qui ne sont pas inscrits sur la liste officielle des examens nationaux se retrouvent dans les salles de classe en lieu et place
des vrais qui devraient être là, c'est qu'il y a Angus Roche. Et donc, c'est la sanction qui a été prise. Oui. Et pour le moment, l'école reste pointée du doigt. En attendant les conséquences, peut-être on va en parler avec notre invité en ligne, M. Sekou Kaba, qui est le directeur communal de l'éducation de Matoto. De Matoto. Une fraude grave en pleine session, il faut le rappeler. Mais comment ces faux candidats ont-ils pu passer entre les mailles du filet? Nous avons en ligne M. Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation de Matoto. M. Kaba, bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour, M. Abdallah Kama. Bonjour aux journalistes présents dans le studio et bonjour aux millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Merci d'accepter notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Comment avez-vous découvert cette fraude rapidement, monsieur le directeur, et quelle a été votre première réaction avant même la publication de cette note? Bon, depuis notre arrivée aux affaires, on a réussi au moins à sécuriser les examens nationaux. Et les sessions 2024 et celle en cours, c'est-à-dire 2025, les inscriptions étaient en ligne. C'est-à-dire aucun candidat qui n'a pas son examen précédent ne peut pas être candidat. Il faut être inscrit officiellement, il faut que ta session soit correcte, et ainsi de suite. Donc, il y a une date butoir. Lorsque cette date butoir arrive, même si tu es dans les normes, tu ne pourras plus t'inscrire. Et retenez que j'ai fait assez de sensibilisation des réunions à l'encontre de ces écoles. En leur disant, attention, lorsque la liste des candidats est arrêtée, les statistiques sont arrêtées, ne prenez pas d'autres candidats. Parce que si vous prenez, ils ne seront jamais inscrits. Je dis, lorsque quelqu'un n'est pas inscrit, et attention, ne donnez pas la carte des absents aux non-inscrits. Sinon, ce n'est pas bon. Je vous donne un exemple, un candidat non inscrit qui prend l'identité d'un autre candidat. Lorsque ce candidat est admis, aucune correction ne sera possible. Conséquence, ce candidat inscrit, il a composé à la place de quelqu'un, par exemple d'un absent. Ce candidat-là, s'il est déclaré admis, c'est le candidat absent qui est admis. Cela veut dire que tous les renseignements figurant sur la carte, sur la pièce de ce candidat, cet autre candidat composé à sa place prendra les coordonnées de ce dernier. Et ça, tu n'as pas aidé. Ce dernier, tu as créé des problèmes. Monsieur le directeur, aujourd'hui, puisque vous pointez du doigt une école, que s'est-il réellement passé? Comment êtes-vous parvenu à déceler tout cela? Merci beaucoup. Vous savez, dans les centres, chaque candidat a un PV. C'est-à-dire, monsieur tous les candidats au bac, M. Abdallah a un PV numéro 1, Sekou Kaba a un PV numéro 2. Si quelqu'un, maintenant, arrive avec un autre PV, cela veut dire que, un autre PV 1, cela veut dire que soit M. Abdallah n'a pas raison, ou cet autre candidat n'a pas raison. Moi, ils m'ont appelé, en tant que spécialiste, j'ai vu, j'ai dit attention, c'est le candidat qui est bon. Donc, en quelque sorte, il y avait deux candidats venant de la même école avec le même PV. Venant de la même école. Bon, après, même PV. Mais moi, comme moi, je suis averti. Je connais qu'un PV correspond à un seul candidat. Moi, je connais ça. Donc, il faut que, après avoir contrôlé, le candidat qui n'était pas un bon candidat, il m'a dit la vérité. Il dit, c'est l'école qui m'a remis. Et les encadrants, les élèves non inscrits étaient restés à l'école jusqu'à 2 h du matin. Jusqu'à 2 h du matin. Et c'était pas 1, c'était pas 2, c'était pas 3. Donc, tout ceci
ont été décelés. Au total. Ils sont au nombre de combien? Au total, ils sont combien? Bon, en tout cas, ils dépassaient les dizaines. Ils dépassaient les dizaines. Donc plus de 10 candidats. Hein. Plus de 10 candidats. Donc, voyez-vous, donc ça, les candidats sont innocents parce que l'école n'a pas de la vérité. Si quelqu'un n'est pas inscrit, s'il vient, si tu arrives à lui dire la vérité, attention, tu n'es pas inscrit cette année, il faut te préparer pour l'année prochaine. Est-ce qu'il va insister? Non. Alors, mais il faut que tu sois responsable. Il faut que tu arrives à lui dire la vérité et toute la vérité. Donc, monsieur le DCE, si on comprend l'explication, c'est que la genèse de l'affaire, c'est depuis l'inscription sur la plateforme en ligne des candidats. Donc, tous les candidats qui n'ont pas eu la chance d'être inscrits à date indiquée, ces candidats n'ont pas le droit de candidater pour le BEPC. C'est pas possible, et même au baccalauréat. Vous savez, avant, tout le monde pouvait être candidat, monsieur Camara. Tout le monde pouvait être candidat. Même si tu n'as pas ton BEPC, tu peux être candidat au bac. Même si tu n'avais pas ton CE, tu peux être candidat au CE. Bon, maintenant, cela, avec notre gestion, nous, on a dit non. Il faut mettre notre système éducatif sur de bonnes voies. En bonne voie, en faisant quoi? En observant le mérite. Celui qui est vraiment apte pour être candidat au BEPC, c'est ce dernier qui doit être inscrit. Il y avait des noms admis, bien sûr. Il y avait des sessions rapprochées. Celui qui faisait la 9e année pouvait se présenter pour être candidat au BEPC. Celui qui fait la 11e année. J'ai même vu des candidats dans les temps passés. Un candidat qui a le BEPC cette année, l'année prochaine, il est candidat au baccalauréat. Et il fait la pagaille, il copie, il a dit au baccalauréat. C'est que 10e année, 11e année, il se présente en candidature au baccalauréat et puis il a mis. Yeah. Monsieur le directeur, dans votre note, vous aviez mentionné que cette école est retirée du processus. Oui. Retirer du processus, c'est quand même vague pour les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Retirer du processus veut dire quoi exactement? Merci. Retirer du processus. Il y avait, après l'arrêt avec le comité d'éthique, j'ai dit nécessaire. Il y avait deux volets. Vous retirez la gestion. Je pouvais retirer la gestion de l'école à la fondation. C'est-à-dire, j'arrive à mettre des gens capables pour gérer l'école. Lui gère son argent, mais les gérants sont là. Deux. La deuxième variante, c'était quoi? C'était de dire, attention, ils ne vont pas comprendre ça très bien, mais tous les enseignants de cette école, tous ces examens, de chez moi au BEPC, au baccalauréat, ils sont exclus. Et même leur candidature, je mettrai des gens et la candidature de cette école. La candidature même des enfants, la session 2026, ce n'est pas les dirigeants de l'école qui inscriront ces candidats. Je vais mettre 2 ou 3 personnes pour inscrire uniquement les candidats de cette école. Donc voilà. Donc tout ce qui est examen, pendant 3 ans, et ça, je vais y veiller, même si je ne suis pas à la décision Toto, celui qui viendra me succéder, je vais y veiller. Alors, décision sévère. Monsieur le DCE. Nous sommes en train de faire. Oh, allez-y. D'accord. Décision sévère, selon plusieurs observateurs. Est-ce que vous la trouvez, vous aussi? Et pourquoi 3 ans de sanctions contre cette école alors que la faute a été commise depuis la plateforme d'inscription en ligne, puisque si les candidats n'ont pas été inscrits, c'est qu'ils n'ont pas eu de seconde chance, je vais dire. Bon, merci. Je vais répondre à votre bonne question. La bonne question est de quoi, monsieur Camara? Tout candidat, du mois d'octobre jusqu'au 28 février 2025, du mois d'octobre 2024 jusqu'au 28 février 2025, tout candidat qui est sérieux mérite d'être inscrit. Vous savez, parmi ces candidats-là, il y en a assez, la majeure partie
de ces candidats ne sont pas admis à un examen. Vous voyez, quelqu'un peut quitter la 6e année avant, il n'avait pas... Il est inscrit. 7e année, il passe encore, il reprend l'examen encore 8e année, il n'est pas encore admis. Il continue. Jusqu'à 9e année, 10e année, il n'a pas son CE. Lui, doit prendre le CE s'il veut étudier. La même chose au BEPC. Il n'est pas admis au BEPC, il vient en 11e année, il s'assoit. 11e année, au privé, 12e année, terminale, voilà. Terminale, il ne peut pas. Cette année, il y a une fille de la terminale du lycée à Toué qui me voit au bureau, qui était venue voir la DCE. Malheureusement pour elle, elle était tombée sur moi et m'a demandé qu'elle est venue parce qu'elle n'a pas eu la chance de s'inscrire. Moi, je lui ai dit pourquoi. Elle me dit que je ne sais pas. J'ai dit, je dis, est-ce que vous étiez admise au BEPC? Elle me dit oui. J'ai dit, ok, montre-moi ton diplôme. Elle sort son diplôme. Je lui ai dit, mais ça, tu n'es pas admis, ça c'est un faux diplôme. J'ai dit, qu'est-ce que tu l'as donné? Elle m'a dit le nom de l'intéressé, mais malheureusement, il est décédé. Bon Dieu. Cet intéressé est décédé. Oui. J'ai dit, ok, j'ai dit, tu sais bien que tu n'es pas admise. J'ai dit, tu as payé combien pour que tu sois en possession de ce diplôme? Elle me dit qu'elle a payé 1 million. J'ai déjà vu. J'ai dit, les diplômes sont gratuits, c'est les relevés qui sont à 25 000. Tu as vu? Et toi-même, tu as consommé. Donc, je dis, pour que tu penses en études, envoie-moi ton diplôme de CEE, moi je t'inscris de façon gratuite. Elle a amené son diplôme de CEE, je l'ai inscrite, et puis elle est en train de faire le BEPC actuellement. Monsieur le directeur, elle continue dans nos années. Monsieur le directeur, à vous entendre, à vous écouter, on a l'impression que ce ne sont pas des cas de substitution, mais des candidats... Des cas de... Merci. Non inscrits. Des candidats non inscrits sur la plateforme qui se sont... Non inscrits, mais qui ont payé l'argent à l'école, et l'école a octroyé des PV. A envoyé maintenant des cartes des soi-disant absents pour les donner. Donc, voilà. On va récapituler, monsieur le directeur. Au centre, vous avez retrouvé 2 personnes. C'est-à-dire une personne qui revendiquait un PV, mais qui n'avait pas sa carte sur elle. Je parle de la personne. Non, pas ça. Comment c'est parce que toutes les deux avaient une carte. Donc, la bonne candidate avait sa carte réelle et la mauvaise candidate aussi également détenait une carte piratée. Une carte piratée. Avec la photo. Avec sa photo. Non, pas avec sa photo. Il n'y avait pas sa photo, c'est la photo de la vraie candidate. Donc, une candidate qui n'était pas inscrite, qui avait une carte avec une carte possédant ou sur laquelle on pouvait voir la photo de la vraie candidate, c'est ça? Voilà. Vous avez dit que vous avez intercepté 10 cas comme ça, plus de 10 cas comme ça, venant de cette même école. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'on parle il faut aussi parler de l'avenir. Que prévoyez-vous pour éviter que ce genre de cas ne se reproduisent dans votre juridiction? Je parle de la commune de Matoto. Bon, moi, c'est les sanctions. Il n'y a pas une école qui n'est pas sensibilisée. Toutes mes réunions, je parle de la transparence. Oui. Je dis attention. Nous gérons les enfants là aujourd'hui. Demain, ils seront l'avenir de notre pays. C'est eux qui seront nos remplaçants. Soyons justes. Nous sommes menti à un élève. S'il n'est pas dans les bonnes conditions, je vais lui dire la vérité, pour qu'il soit dans les bonnes conditions. Mais quelqu'un qui n'est pas admis à un examen précédent, il ne peut pas être candidat. Maintenant, ce n'est pas possible. Lorsque c'était... nous, en notre temps, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui fait la 9e année, qui n'est pas dans une session normale, cette personne ne fera pas le BEPC ni le baccalauréat. Donc voilà, Monsieur Kaba, connaissez ça très bien, mais il faut exprès pour nous fatiguer. Monsieur Kaba, si nous comprenons, selon votre note, les sanctions, c'est à l'encontre des enseignants et encadrants de cette école, mais pas à l'encontre des élèves. Alors, vu que la... Non.
parle encore des élèves. Vu que la durée de votre sanction, c'est pour 3 ans, et que les enseignants et encadrants de cette école sont retirés de processus des examens nationaux en Guinée, comment donc ils vont présenter les candidats pour les années à venir? C'est ça que je dis non. La présentation des candidats n'est pas liée à ça. La candidature, je répète, il y a une cellule qu'on appelle la cellule examen à la DCE, direction communale et préfectorale, dans toutes les inspections régionales. C'est cette cellule examen qui s'en chargera l'année prochaine pour inscrire les candidats de cette école. Bien. Pas les encadrants. Voilà. Bien. Les encadrants, c'est le cadre de la cellule examen de la DCE qui se rendront dans cet établissement. Qui se rendront dans cette école. Bien. Pour inscrire les candidats. Bien. Voilà. Dernière question. Alors, parlant, peut-être dernière question, puisqu'on parle des fraudes aux examens, justement, le communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a été rendu public mercredi dernier. On parle de la mise en place ou de la création des groupes WhatsApp dans la commune de Matoto. Quel est l'état des lieux dans ce cas de figure, monsieur le DCE? Bon, je ne peux pas dire avec exact que la création des groupes WhatsApp n'existe pas dans ma commune. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais si c'est avéré, les sanctions également tomberont. Parce que nous voulons juste que les enfants méritent leur admission. Bien. Celui qui a travaillé pendant l'année scolaire, c'est ce dernier qui mérite d'être proclamé admis. Celui qui n'a rien fait, ça, même si c'est le fils de qui il va reprendre les cours de l'année, les cours l'an prochain. Alors, on n'organise pas effectivement les examens pour faire échouer. C'est connaître le niveau académique des élèves. Qui a travaillé, qui ne l'a pas fait. C'est tout. Mais il faut que ça se passe dans le respect strict des règlements généraux des examens à la République Guinée. Et ça, c'est de façon irréversible. Alors, peut-être la toute dernière question. Est-ce qu'on peut avoir le bilan sur des cas de fraude enregistrés lors de ces 2 examens, du CE et du BEPC, dans votre commune, monsieur le DCE? Bon, au CE, il n'y a pas eu d'élèves fraudés. Il n'y a pas eu de fraude au CE. Mais il y a au moins 2 ans, été renvoyé pour port de téléphone au CE. Au BEPC, il y a eu 2 cas de substitution, c'est-à-dire 2 élèves qui sont venus composer à la place. Mais ces 2 élèves-là sont actuellement à la DPI, à la gendarmerie de Anta. J'ai dit, ils sont en train de les déférer pour être jugés. Bien. Merci, monsieur Sekou Kaba. Je rappelle que vous êtes le directeur communal de l'éducation de Matoto. Merci de répondre à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie, M. Abdallah Kamara. Merci vraiment, M. Sekou Kaba. Notre premier invité est DCE de la commune de Matoto. On parle de cet autre sujet qui est d'autant plus politique, il faut le rappeler. En Guinée, la CENI n'est plus. Elle a été remplacée par la direction de la gestion des élections, des jeux. Une nouvelle structure placée sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle sera dirigée par un directeur général et son adjoint, tous deux nommés par décret. Mais cette DGE pose déjà question. Contrairement à la CENI, elle n'est pas inclusive selon plusieurs observateurs. Certains acteurs sociopolitiques demandent le retour à une gestion électorale partagée et représentative. Suivons d'abord ensemble ce reportage de Mamadou Tanouba. Derrière, on donne la parole à notre second invité qui est déjà sur ce plateau avec nous. Il y a 7 ans, Mamadou Diallo évoquait dans une tribune la nécessité de réformer la CENI en l'étouffant avec des acteurs neutres ayant une grande expérience électorale. Le président du mouvement des patriotes libéraux MPL n'est pas contre cette réforme, même s'il trouve la démarche unilatérale. Nous pensons que nous pouvons à nouveau faire confiance à l'État et repasser le levier de l'organisation des élections à l'État. On pose le débat, chacun discute. Et forcément, il y a un consensus qui va si vous voulez, se dégager.
moi, je pensais que ça aurait été la méthode. La DGE a déjà été annoncée par décret. Il va falloir certainement la meubler et nommer qui va la diriger. Mais ce qui peut rassurer les acteurs, c'est cette affaire de conseil qui contrôlerait l'action de la DGE. Est-ce qu'on va la matérialiser ou pas? Je pense que s'il y a une prochaine décision qui pourrait atténuer peut-être le coût de cette décision unilatérale, ce sera donc de créer cette instance qui va réunir toutes les parties prenantes au processus électoral en Guinée. À l'Union démocratique de Guinée, UDG, le décret de création de la Direction générale des élections est fortement dénoncé par les responsables du parti qui parlent de non-respect des conclusions du dialogue interguinéen. Dans cette période transitoire, il y a eu ce cadre de dialogue. Et comme vous savez, une transition se gère toujours par le dialogue. Alors, après le dialogue, il y a eu des recommandations et des résolutions. Nous pensons que la résolution 17, qui prévoit que l'organisation des élections pendant la période transitoire doit être confiée au ministère de l'administration du territoire avec un observatoire composé des représentants des partis politiques, était la meilleure des choses pour qu'on puisse sortir de cette transition dans la paix et la tranquillité. La Direction générale des élections aura exclusivement pour rôle de gérer les processus électoraux en Guinée. Vous avez déjà suivi, vous l'avez suivi avec nous, ces réactions croisées des acteurs sociopolitiques en République de Guinée quant à la création de cette DGE. Ici sur ce plateau, M. Ignatia Mansari, certifié BRIGE, une certification internationale en gestion et observation électorale depuis 2020, et président du FONAGEP, Forum national des jeunes des partis politiques. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Merci, cher Abdoulaye, pour cette énième invitation sur les plateaux de Kavi Média, et bonjour à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Je profite de l'occasion pour vraiment vous féliciter pour le travail que vous abattez dans le monde médiatique avec qualité et professionnalisme. Merci, merci. On parle de la direction de la gestion des élections, DGE. Monsieur Mansari, la transition est déjà faite de la CENI à la DGE, placée sous la tutelle du MATD. Je l'ai déjà rappelé, MATD, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, marque un changement dans l'organisation électorale, même en République de Guinée, il faut le rappeler. Mais comment vous, au niveau de la FONAGEP, du FONAGEP, percevez de manière générale cette nouvelle architecture? Bien, alors je dirais qu'au niveau du FONAGEP, nous avons observé cette transition avec assez d'intérêt, dans la mesure où vous conviendrez avec moi qu'il est évident que la CENI que nous avons connue, qui était notre organe de gestion électorale, avait montré ses limites durant la dernière décennie. D'entrée de jeu, il faut signifier que la CENI est un OGE. Un OGE, c'est-à-dire un organe de gestion électorale. Et en Guinée, avant la CENI, il y avait la Sénat, qui était la Commission électorale nationale. Mais sauf que cette Sénat avait aussi montré ses limites par défaut d'indépendance et d'impartialité, et c'est ce qui nous a amené entre 2008-2009 à préférer une autre commission nationale avec une volonté d'indépendance attribuée. Sous une transition. Sous une transition. Et qui va être constitutionnalisée. Oui. Et donc, dans la constitution de mai 2010, il était prévu parmi les institutions républicaines constitutionnelles un organe de gestion électorale qui était la CENI, la Commission électorale nationale, cette fois-ci, avec une volonté d'indépendance réelle. Maintenant, de 2010 jusqu'en 2020-2021, la grosse question qu'il faut se poser, est-ce que cette Commission électorale nationale indépendante qu'on avait voulu
vraiment indépendante a été indépendante dans son parcours, dans son exercice. Le constat, de façon globale, que ce soit au niveau des acteurs politiques ou au niveau de la société civile ou de tous les citoyens pratiquement, cette commission n'avait pas montré son indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Donc, de tous les bords, on s'attendait à ce qu'il y ait des réformes. Comme l'a dit tout à l'heure un des cadres de parti que vous aviez, un des acteurs politiques. Et effectivement, la question avait fait l'objet d'une résolution pendant le cadre du dialogue auquel le FONAGEP avait effectivement pris part. Et au-delà, même pendant la relecture des 250 articles de la nouvelle constitution à Kindia, nous avons largement discuté de ce volet où il était prévu également d'aller à une réforme de notre organe de gestion électorale. Et aujourd'hui, donc c'était une recommandation des acteurs sociopolitiques. Absolument. Du côté de Kindia, vous le rappelez ici, Kindia, ici sur ce plateau. Maintenant, oui, bien sûr. Et il est, je crois, dans la mouture de la Constitution qui va prochainement être soumise. L'organe de gestion électorale est dénommé là OTIGE, organe technique indépendante de organe technique indépendant de gestion des élections, OTIGE. Donc, mais il faut retenir quelle que soit la dénomination, que ce soit la Sénat, la CENI ou l'OTIGE, ou quelle que soit la dénomination qu'on donnerait, un organe de gestion électorale selon le bridge doit fonctionner sur des principes. Ce sont des principes d'impartialité, ce sont des principes d'indépendance, ce sont des principes d'intégrité et ce sont des principes de professionnalisme. Surtout, j'insiste sur le professionnalisme. Malheureusement, il se trouvait que les organes de gestion et des élections que nous avons eues chez nous au niveau de la CENI, il y avait plus de principes de représentativité que de professionnalisme. Ce qui faisait qu'on mettait les compétiteurs dans l'organe de gestion et chacun, dans le fonctionnement, prenait position ou interprétait les choses en la faveur de son bord ou de son camp politique. Voilà pourquoi, lorsque les nouvelles autorités ont pris la décision d'aller à la création par décret d'un nouvel organe de gestion électorale dénommé cette fois-ci la DGE, la Direction Générale des Élections, nous, puisque au sein du Forum National des Jeunes des partis politiques à date, il y a une dizaine de jeunes délégués qui sont tous certifiés bridge. Une dizaine, avec l'appui de nos partenaires, notamment le PNUD que je salue de passage. En Guinée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont certifiées bridge. De même, et le bridge, c'est la plus grande certification mondiale en matière de gestion électorale. Donc, du coup, nous, partant des principes du bridge, nous avons fait, à la suite de cette décision, des propositions. Et dans lesquelles propositions on pourrait inverser ce qui a causé le dysfonctionnement au sein de l'ancienne CENI. D'où cette question. Le décret indique que la DGE, vous l'avez rappelé, et contrairement à la CENI, ne semble quand même pas répondre à certains critères, aux mêmes critères de représentativité. Hein, ça, vous l'avez déjà dit. Et que les dirigeants, cette fois, sont nommés par décret. Contrairement à la CENI, où c'était quand même un consensus qui était dégagé pour donner la tête à un certain nombre d'acteurs et avec une clé de répartition bien définie. Aujourd'hui, en quoi l'absence d'une composition inclusive, vous êtes certifié bridge, au sein de la DGE, pourrait-elle, selon le bridge, affecter son acceptation même par les différents acteurs? Vous savez, quand on organise les élections, la finalité est qu'il y ait des résultats qui sont acceptables. Et pour arriver à des résultats acceptables dans un processus électoral, il faut une inclusivité. Si moi, par exemple,
je suis participant, je suis candidat à une élection et que je n'ai pas un droit de regard sur le déroulement des élections, quelque part, il va y avoir un doute de mon niveau par rapport au processus. Et pour éviter cela, on fait de sorte que toutes les parties prenantes soient représentées. Et à ce niveau, tout ce qui se ferait serait considéré comme transparent. Et voilà pourquoi souvent on parle, pour avoir des résultats électoraux acceptables, il faut forcément qu'il y ait une inclusivité, une transparence et une impartialité. Voilà pourquoi nous pensons que la DGE doit avoir dans sa composition, on a fait une proposition de répartition, et dans cette répartition, on a estimé qu'il était vraiment louable que du côté de l'administration, qu'il y ait 10% de représentants. Et qu'au niveau de la société civile, qu'il y ait également 10% de représentants, ce qui ferait 20, j'allais dire. Et qu'au niveau de la classe politique qui va concourir aux différentes élections, qu'il y ait 20% de représentation, ce qui nous amènerait à 40. Maintenant, à côté, il faut qu'il y ait, conformément à nos pratiques ancestrales ou traditionnelles, qu'il y ait nos sages à côté, des religieux qui peuvent dire attention, qui peuvent en un mot, à un moment donné, appeler à la retenue et à l'apaisement. Qu'ils aient eux aussi 5% de représentation au sein de la DGE, ce qui nous amènerait à 45%. Maintenant, pour les 55% restants, qu'on laisse cela ouvert à des gens qui sont certifiés ou qui sont spécialistes ou qui ont vraiment de la compétence avérée en matière de gestion ou d'observation électorale, à des appels à candidature ou à des appels à candidature. Donc comme ça, dans le fonctionnement, on verra un organe de gestion beaucoup plus technique que politique. Donc au lieu de privilégier la représentativité, on aurait en ce moment privilégié le professionnalisme, les compétences dans le fonctionnement de l'organe de gestion, dans la mesure où la majorité dans sa composition qui serait de 55%, serait constitué des personnes qui sont vraiment professionnelles en la matière. C'est le cas du côté du Ghana, parce que vous savez, quand on prend les types d'OGE qui existent, il y a des OGE qui, organes de gestion des organes de gestion des élections qui sont essentiellement gérés par les autorités gouvernementales. C'est le cas par exemple du Sénégal. Par contre, au Ghana, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté, Afrique, effectivement. Mais du côté du Ghana, par exemple, la majorité, d'accord, de ceux-là qui composent l'organe de gestion des élections sont des professionnels en la matière. Donc, il serait important qu'en Guinée, qu'on essaye un peu de voir cette composition hybride de notre organe de gestion électorale avec une dominance des professionnels ou des gens qui sont certifiés en matière de gestion électorale. Cela pourrait beaucoup plus assurer l'indépendance, la crédibilité et la transparence dans la DGE. Alors, M. Massari Yantignan, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et vous avez rappelé lors de votre intervention au départ que la CENI avait montré ses limites. C'est ce qui nous a conduit à la création de la direction générale peut-être des élections aujourd'hui en Guinée. Mais moi j'aimerais rappeler que bien avant la CENI, les élections étaient en Guinée gérées par ce même département, le ministère de l'administration du territoire en 1993 par exemple, lors des élections. Autant compter, c'était le département qui gérait et on a suivi avec toutes les anomalies qui ont émaillé ces élections-là. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la création d'une CENI technique et plus loin indépendante. Aujourd'hui, à vous entendre parler, on a compris que ce qui nous a manqué, même dans la création ou dans la mise en place des CENI, c'est cette neutralité et cette indépendance surtout. Alors, vu que le ministère, depuis l'époque de Lansana jusqu'ici, le ministère lui aussi avait montré ses limites, alors est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait penser à beaucoup plus autonomiser la CENI que nous avons, puisque c'est un acquis quand même démocratique, au lieu de retourner au point de départ? Bien, alors je précise que ce n'est pas un retour au point de départ. Comme je le dis,
la Sénat, ensuite la CENI, maintenant la DGE. Quelle que soit la dénomination, le HIC, au fait, le problème se trouve dans la composition. Certes, dans les années 93 jusque dans les années 2005-2006, c'était le MATD qui organisait les élections, mais à travers les fonctionnaires, c'est-à-dire à travers ses cadres. Vous comprenez? Cela dit que pendant cette période-là, l'organe de gestion électorale dans notre pays n'était composé que de fonctionnaires, donc des agents de l'État. Ensuite, on est arrivé à un organe de gestion électorale où il va y avoir les représentants des partis politiques qui concourent aux élections, avec plus ou moins quelques représentants de la société civile et du syndicat pour faire office d'arbitre. Maintenant, c'est pourquoi moi je dis, d'un côté, on était avec un organe de gestion électorale qui était essentiellement géré par les agents de l'État. On est arrivé à un autre organe de gestion électorale avec une volonté d'indépendance en envahissant la composition par les compétiteurs, ce qui amène automatiquement la partialité. Parce que si moi, en tant que représentant d'une formation ou d'une coalition politique dans un organe de gestion électorale qui se veut indépendant, il se trouve que déjà je viens d'un bord. Donc je viens ici pour défendre un intérêt. Donc on ne peut pas être impartial dans ce cas de figure. Les gens viennent, bien que les textes juridiques de fonctionnement de l'OGE indiquaient que dès qu'on est nommé commissaire à la CENI, on cesse son appartenance dans toute formation politique, ce qui n'a pas été le cas dans son fonctionnement. Vraisemblablement. Ça n'a pas été le cas. Donc, dans un premier temps, on était avec les agents de l'État et ensuite avec les partisans qui concourent aux élections. Donc, il y a un problème. Maintenant, voilà, cette fois-ci, on voudrait résoudre toutes ces situations-là dans la composition. On prend 10% avec l'administration, on prend 10% avec la société civile qui va faire toujours objet de neutralité, et on prend 5% avec les sages religieux et 20% avec les partis politiques, mais la dominance va être constituée par des techniciens en la matière qui seront autour de 55%. Avec cette composition, on pourrait donner à notre organe de gestion son impartialité, son intégrité et son professionnalisme. Bien, aujourd'hui, puisqu'on parle d'inclusivité, avant qu'on aille à la pause, quel rôle doit jouer la classe politique guinéenne? Parce que au-delà des critiques, il faut quand même avoir des démarches à suivre. Vous avez parlé aujourd'hui d'une inclusivité où la classe politique quand même est représentée à autour de 20%. Bien sûr. 20%, on sait les réalités guinéennes, hein, ce qui se passe en République de Guinée. Après, pour éviter que les mêmes erreurs que la CENI, aujourd'hui, quels peuvent être les rôles ou quel peut être le rôle de la classe politique? Le rôle de la classe politique, encore une fois, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous invitons nos aînés, les leaders politiques, à vraiment s'intéresser à travers des approches de solutions aussi pour que le nouvel organe de gestion des élections qui est voulu par les autorités puisse fonctionner. Puisque on a tous été témoins. Toutes les fois que la CENI organisait les élections ici, il y avait toujours des réserves de la part de cette même classe politique. Ce qui dénote que on était tous unanimes, tous conscients que la CENI avait ses limites. Et si aujourd'hui on a l'occasion d'une transition vers un nouvel organe de gestion des élections, il serait important à ce que chacun émette des propositions de solutions pour que ce nouvel organe de gestion des élections puisse convenablement fonctionner et nous organiser des élections qui seront transparentes, inclusives et acceptées de tous. Bien. Alors l'enjeu politique, on va en parler puisque la DGE, la Direction Générale des Élections, a été créée par un décret présidentiel. Bien sûr. Bien sûr. Alors,
l'enjeu politique dont on parle, c'est que cela se fait au moment où il y a des appellations par-ci, par-là, des mouvements de soutien qui existent, ceux-mêmes qui soutiennent la candidature du président de la transition. Donc la question qui se pose, est-ce qu'une direction générale des élections peut être indépendante vis-à-vis ou autonome vis-à-vis de celui qui l'a créé, M. Yatignan? Absolument. Prenons la CENI. Lorsque le président, par exemple, les commissaires de la CENI se réunissaient, d'accord, pour choisir un des leurs qui devrait présider la CENI, la Commission électorale nationale qu'on a voulu très indépendante. La finalité, il faut que le président prenne un décret pour confirmer le choix des pairs, des commissaires. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est comme cela. Vous vous rappelez, avec la nomination de Luceni Camara ici. D'accord, l'ex-président de la CENI. Pareil que pour Maître Kébé. On est d'accord. Lorsque les commissaires se réunissent en leur sein et choisissent un d'eux pour présider aux destinées de l'organe de gestion électorale, c'est entériné par un décret. Cependant, est-ce que cela garantissait l'indépendance? Parce qu'on considérait que c'était les commissaires qui désignaient le président avant que cela ne soit validé par un décret. Non, je dis encore une fois, c'est une réalité dans tous les pays qui ont aujourd'hui un processus électoral accepté. Si déjà moi j'ai parcouru hier le contenu du décret, dans le décret, la Direction générale des élections est un organe qui est placé sous la tutelle technique du MATD, mais avec une autonomie financière. Oui, évidemment. Avec une autonomie financière, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour la CENI, parce que des fois, lorsque la CENI votait en son sein un budget, il fallait forcément que ce budget-là passe à l'Assemblée. Ensuite, à la loi des finances, pour que le montant... Maintenant, lorsqu'un organe, s'il vous plaît, lorsqu'un organe jouit d'une autonomie financière, ça veut dire que l'organe a en son sein son manuel de procédure administrative et financière. Donc, de ce point de vue, il y a des textes qui encadrent son fonctionnement financier. Alors, mais sauf que cette DGE sera dirigée soit par un directeur ou par une directrice qui sera aussi nommée par le président de la République. Mais c'est ce que je te dis déjà. La CENI, le président de la CENI était nommé par qui? Par le président. Par le président. Est-ce que le fait qu'on a voulu que la CENI soit un organe véritablement indépendant, la désignation par les commissaires a vraiment rendu la CENI indépendante? Grosse question. Grosse question. Est-ce que, puisque on sait que tous les présidents qui ont eu à diriger la CENI n'étaient pas de l'administration. Vous prenez Bakary Fofana, il était syndicaliste. Vous prenez Luceni Camara, il était syndicaliste. Vous prenez Maître Salif Kébé, paix à son âme, il était avocat. On est d'accord. Ils étaient tous issus quand même de la société civile ou du syndicat. Mais est-ce que cependant cela les a conféré leur indépendance? Non, parce que la finalité, ils avaient tous, après avoir été désignés par leur père, ils ont été confirmés par un décret par le président. Je dis encore une fois, la volonté d'indépendance d'un organe de gestion électorale ne passe pas par la désignation, mais plutôt par la composition. Si vous avez 55% des membres qui composent un organe de gestion électorale sont recrutés par appel à candidature, qui sont venus ici à travers des compétences avérées, même si, parce que souvent les décisions se prennent par vote. Moi, je sais par exemple que je suis venu ici par mérite parce que j'ai été soumis à des tests d'évaluation en tenant compte de mon parcours et de mes compétences en matière de gestion des élections. Cela est beaucoup plus facile à encadrer
que lorsqu'on fait des cooptages. Allez, en tout cas, merci Monsieur Ignati Amansaré. Je rappelle que vous êtes certifié Brige, président du Forum national des jeunes des partis politiques. Merci d'être intervenu et merci pour ces explications. Nous osons croire que vos recommandations seront prises en compte par les autorités. Nous l'espérons et merci encore une fois pour l'invitation. Merci. La pause. Derrière, on poursuit cette émission. On prendra la direction du Mali où on parlera également de politique. Cette fois, il faut rendre des comptes. C'est tout à l'heure, ne zappez surtout pas. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Si c'est maintenant vous le faites, vous êtes sur Kavi Média et dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous accompagnons avec les sujets inscrits à l'ordre du jour. Nous prenons la direction du Mali où les autorités serrent la vis après avoir dissous les partis politiques. Elles leur exigent désormais de justifier l'usage des subventions publiques perçues ces dernières années. La Cour suprême leur donne jusqu'à la fin de ce mois de juin pour présenter leur état financier, relevé bancaire et justificatif. Une pression supplémentaire alors même que des recours contre la dissolution sont encore en cours. S'agit-il d'une simple opération de transparence ou des moyens supplémentaires pour étouffer l'opposition du côté du Mali? Yamoussa Cheikh Kamara.
Et oui, la décision est tombée alors qu'il n'y a plus de partis politiques au Mali, il faut le dire, parce qu'ils sont tous dissous. Depuis mi-mai. depuis le mois de mai dernier, ils sont tous dissous. Donc, la grosse question que l'on se pose, est-ce que c'est les charrues avant les bœufs? Et c'est ce qu'on se demande, puisque vous vous rappelez, il y a eu tollé, il y a eu vraiment des revendications depuis la décision de la dissolution des partis politiques. D'abord, les autorités maliennes avaient commencé par la cessation des activités avant de procéder à la dissolution. Et ainsi, la menace a été activée, paf, on est arrivé à la dissolution. Et aujourd'hui, on veut demander des comptes, faire un audit et on demande des comptes à ces formations politiques qui, pour le moment, n'existent pas. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la démarche des autorités maliennes? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il fallait commencer par cet audit avant d'en arriver là? C'est-à-dire avant d'arriver à la dissolution? Puisque quand même, vous ne pouvez pas quand même effacer quelqu'un de la carte, c'est-à-dire un parti de la carte politique, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe plus et puis vous lui demandez encore des comptes étant un parti politique. C'est qu'on demande des comptes en qualité de parti politique ou on demande des comptes en qualité de quoi? Moi, c'est la question. On demande des comptes à un mort qui se trouve dans son cercueil. Dans son cercueil. Et puis on demande à ce mort de venir assister à son propre enterrement. Comment cela va être possible? Alors, aujourd'hui au Mali, c'est vraiment la mise à mort des formations politiques. Elles sont déjà enterrées en attendant jusqu'à nouvel ordre, en attendant les nouvelles décisions. Mais ce qui est en train de se créer ressemble à un harcèlement. Harcèlement parce que aujourd'hui, j'ai commencé par le dire, ces partis n'existent pas. Alors, est-ce qu'il faut... Légalement. Légalement, il n'existe pas. Et la décision vient des autorités. Ce sont les autorités qui ont pris cette décision pour dire que oui, aujourd'hui, les partis politiques n'existent pas. Le Mali, aujourd'hui, on s'achemine vers un autre mandat de prince Goïta, de président Assimi Goïta, un autre mandat qui va encore durer 5 ans. Sans élection. On ne peut pas parler d'élection. S'il n'y a pas d'élection, peut-être que l'existence même des partis politiques, on ne peut pas en parler, puisque les partis politiques sont là pour participer à des élections, pour candidater lors des élections, pour chercher le fauteuil présidentielle, et c'est ça l'existence. Mais attention, la création d'un parti. Alors si aujourd'hui ces partis sont déjà mis de côté, et puis on revient pour demander des comptes, surtout des comptes qu'on demande depuis les années 2000, c'est-à-dire les 25 dernières années, Abdallah. Yamoussa, je suis entièrement d'accord avec toi, Cheikh, mais tout organisme quand même bénéficiaire de fonds ou de financement public doit en principe quand même, il faut le reconnaître, rendre des comptes. Je ne suis pas contre qu'on demande des comptes. Je ne suis pas contre qu'on demande des comptes à des partis politiques. Mais moi je dis qu'il fallait respecter un peu contextualiser. le plan, contextualiser. Si on savait qu'on allait demander des comptes à des partis politiques, il fallait commencer. Parce qu'on a commencé par d'abord la cessation des activités des partis politiques au Mali. Donc après la cessation des activités, il fallait demander maintenant des comptes. L'audit. Avant la dissolution. On allait faire l'audit. Après l'audit, on allait procéder peut-être à la dissolution. Les raisons seront valables. Ça aussi pour des partis qui n'auront pas la capacité de montrer des justificatifs. C'est-à-dire de montrer que oui, l'argent qu'ils ont reçu des autorités a été utilisé à bon escient. Maintenant, au lieu de l'audit, on est passé à la vitesse supérieure pour la dissolution pure et simple. Rien n'est perdu. Même dissous. On revient en arrière pour demander des comptes. Même dissous. Regardez un peu. Ça ressemble un peu au cas guinéen. Lorsqu'on a voulu qu'on a voulu créer l'ordre au sein des partis politiques, puisque ça a été dit ainsi, il y a eu une évaluation. On est passé par une évaluation qui a duré plusieurs mois. Et puis on a classifié, on a procédé à la présentation des résultats. On a compris quels sont les partis qui sont en ordre, quels sont les partis qui respectent les principes, quels sont les partis qui respectent les normes. On les a classifiés. Il y a eu décantation. Il y a eu des partis qui ont été suspendus. Il y a eu des partis qui ont été certifiés. Également, il y a eu des partis qui ont été mis sous observation. Et là, au-delà, et maintenant, l'ultimatum a été donné par les autorités pour dire, au-delà de ce délai, tout parti qui ne se conformise pas aux principes édictés sera
purement et simplement dissous. Et là, à ce niveau-là, on a, je veux dire, on a une raison ou des raisons de dissolution. Donc on tend vers un parti unique du côté du Mali. Mais au Mali, il n'y a pas eu cette évaluation que nous avons eue en Guinée. Au Mali, il n'y a pas eu d'évaluation des partis politiques pour dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a respecté quoi, qui n'a pas respecté quoi. On est d'abord passé à la suspension des activités. Peut-être à ce niveau-là, si on reprochait quelque chose à ces partis politiques dans le cadre de l'utilisation de tout ce qui a été comme subvention allouée à ces partis politiques par les autorités maliennes, moi je crois que c'est peut-être le moment après la cessation des activités, c'est peut-être le moment de procéder à l'audit ou à demander des comptes à ces partis politiques. À ce niveau-là, peut-être que tous les partis ou toutes les formations politiques maliennes ne devraient pas mourir comme ce fut le cas aujourd'hui, mais peut-être ceux qui ne pourraient pas justifier des comptes utilisés pourraient partir simplement, pourraient être dissous. Mais à ce niveau, on a mis tout le monde dans le même paquet. Alors, de quel résultat on est en train de demander? Alors, ceux qui vont justifier qu'ils ont utilisé à bon escient la subvention qui leur a été allouée, est-ce qu'ils vont être réintégrés? C'est la grosse question. Ou sinon, ils seront mis dans le même bateau que ceux qui ne vont pas faire de justificatif. Une réalité qu'il ne faudrait pas oublier. Aujourd'hui, certains partis politiques ont porté quand même des griefs, des recours dont l'issue quand même est attendue par des recours portés au niveau de la Cour suprême. L'issue est attendue à la fin de ce mois de juin. Donc rien n'est joué d'avance. On ne peut pour l'heure pas dire que ces partis ont été complètement déboutés puisqu'ils demandent ici tout simplement l'annulation du décret de dissolution. Donc là aussi, il y a espoir. Et on peut comprendre peut-être la démarche des autorités maliennes et peut-être prévoir ce scénario. L'affaire est pendante à la justice. La Cour suprême peut dire aujourd'hui, ok, c'est un décret. Le décret doit aller sur certains fondements. Donc les autorités maliennes doivent revoir. En attendant de revoir ces fondements, les partis politiques sont autorisés à exercer en République du Mali. Mais en attendant, les autorités maliennes peuvent aussi continuer ce même processus en disant, ok, vous qui exercez, justifiez-vous. Si vous ne vous justifiez pas, vous disparaissez carrément de la scène politique. Eh bien, pour le moment, le verdict provenant de la Cour suprême n'est pas encore tombé, c'est attendu. Un scénario. Donc c'est une bataille judiciaire, c'est un scénario, c'est un feuilleton judiciaire, il faut le dire comme ça. Mais pour le moment, à l'heure où nous parlons, c'est qu'il n'y a pas de parti politique au Mali. Normalement. Bon, la bataille judiciaire portée devant la Cour suprême peut basculer autrement, peut-être en faveur même de ces partis politiques-là, puisqu'il y a le principe de séparation de pouvoir. C'est vrai, est-ce qu'au Mali, la justice, elle est aussi indépendante à 100%. On ose croire. On ose croire, mais il faut comprendre qu'on est toujours en transition. Même si derrière on veut octroyer un autre mandat ou donner un autre mandat à Assimi Goïta pour le déclarer officiellement président de la République, c'est-à-dire de période transitoire, et peut-être on va éviter les élections pour dire oui, il y a maintenant un parti unique. Déjà pour le moment, c'est un parti unique. C'est le parti, on ne connaît pas peut-être le nom de ce parti, mais c'est le parti Assimi Goïta qui règne au Mali. Mais moi je dis, et je répète, s'il y avait possibilité de demander des comptes, il faut le dire, puisque l'argent qu'on demande, c'est plus de 2,2, on parle de 2,6 milliards de francs guinéens. Soit de francs CFA. De francs, pardon, CFA, je veux dire, soit près de 4 millions d'euros. Alors, on demande des comptes de 2000 à 2025. 25 ans de comptes. C'est-à-dire tout ce que l'État a donné comme subvention à ces partis politiques depuis l'an 2000 jusqu'à 2025, il faut faire des comptes. Vous allez comprendre que ce n'est pas une petite affaire. Et donc, si on devrait procéder ainsi, mais il fallait donner la chance à ces partis de se justifier légalement en tant que partis politiques. Mais pour le moment, ils ne sont pas partis politiques. La bataille judiciaire enclenchée devant la Cour suprême n'a pas encore connu son épilogue. Et paf,
c'est cette histoire d'audit qui sort pour dire il faut leur demander des comptes. On leur demande des comptes en qualité de quoi? Parti politique ou parti dissous? En tout cas, il faut le dire, la politique est un tambour que même les sourds peuvent entendre. C'est très important de le rappeler. En tout cas, d'une divergence à une autre, on prend la direction de la Côte d'Ivoire. Là, le PDCI et RDA et le PPACI de Laurent Gbagbo font front commun. Les deux formations politiques s'unissent pour exiger l'intégration de plusieurs figures politiques exclues de la course présidentielle, notamment Laurent Gbagbo lui-même, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Elle réclame aussi une révision urgente de la liste électorale et l'ouverture d'un dialogue politique franc à quelques mois de l'élection du 25 octobre 2025. Un appel clair au pouvoir en place, d'abord inclure ou affronter une contestation plus large. Mais peut-on dire, Yamoussa, que cette alliance, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer que cette alliance puisse peser face au bloc présidentiel, le RG et le RDP, le RHDP, merci de me le rappeler, le RHDP. Le RHDP, justement, là, il faut comprendre que ceux qui mènent cette bataille-là, ce sont des grandes figures. Laurent Gbagbo, c'est un ancien président de la République, les Charles Blé Goudé, qui réclame toujours sa victoire de 2010, il faut le rappeler. De 2010 et au-delà. Il faut comprendre que c'est une alliance qui, selon les initiateurs, vise à défendre d'abord la démocratie, garantir la cohésion nationale et contraindre le gouvernement à organiser une présidentielle inclusive, équitable et transparente. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à la croisée des chemins. À environ 4 mois de la tenue de la présidentielle, vous allez comprendre que des grandes figures de l'opposition ont été mises à la touche. Et forcément, pour tous ceux qui aujourd'hui peuvent être un obstacle pour peut-être le pouvoir en place ont été écartés. Et depuis des mois, vous avez compris, il y a de cela plus d'un mois que Laurent Gbagbo a créé son mouvement. Trop, c'est trop, je crois bien, le mouvement qui a été créé. Et c'est une suite logique. Et Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui le principal opposant, la figure politique, le principal en tout cas, ou le chef de file, le chef de file même de l'opposition ivoirienne. Tidjane Thiam aussi a été déclassé, il a été déclaré inéligible à ces élections-là. Alors c'est vrai que Ouattara, l'actuel président, n'a pas encore avoué son intention de se présenter à l'élection, à la présidentielle à venir, mais tout semble croire, selon des observateurs, qu'il y a un non-dit, peut-être à la dernière minute, qui sera dévoilé à la place publique. Et donc, pour le moment, il faut une alliance de ces partis ou de ces formations politiques qui ont été écartées ou rayées de la carte. D'où la création de ce front commun. Il faut, peut-être, c'est comme le disent les syndicalistes, ensemble unis nous vaincrons. Est-ce que c'est cette alliance qui va peut-être donner naissance à une force commune qui va conduire à la réintégration de tous ces acteurs politiques ou de tous ces leaders politiques qui ont été mis de côté? Aujourd'hui, on est en train de voir ce qui va se passer. Mais c'est quand même un poids. Mais il faut rappeler. C'est quand même un poids sur l'échiquier politique. Sur les règles quand même du jeu. Tidjane Thiam inéligible parce que au moment où il venait quand même, il était inscrit à la liste électorale, il avait quand même cette nationalité. Tidjane Thiam avec le PDCI qui tente le tout pour le tout, qui ne veut pas un autre candidat, qui a une seule solution, la solution Tidjane Thiam. Exigence forcée, il faudrait qu'il y ait Tidjane Thiam. On comprend quand même le poids politique de Laurent Gbagbo. Gbagbo quand même qui a défié la justice internationale, aujourd'hui qui retourne au bercail. Gbagbo qui demande à chaque fois, qui réclame sa victoire en 2010, qui accuse ouvertement la France de s'être impliquée pour donner le pouvoir à son rival direct de l'époque, Alassane Dramane Ouattara. Certaines enquêtes quand même confirment l'implication directe du géant français à l'époque pour donner ce pouvoir comme sur un plateau d'or à Alassane Dramane Ouattara. Ce sont des faits. Aujourd'hui, on peut tout quand même reprocher à l'État ivoirien, mais quand même sur la procédure, sur les règles, on peut dire que d'une part, ces acteurs politiques se sont quand même plantés.
Oui, mais vous devez comprendre que c'est souvent quotidien à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. Souvent, les candidats sont confrontés à des faits comme ça. Même aujourd'hui, Ouattara dont on parle, il a été à un certain moment déclaré il est éligible, si vous vous souvenez. C'était ce même problème de nationalité que Tidiane Thiam est confronté aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est un alibi trouvé par les acteurs, puisque face à un adversaire de taille, à un adversaire costaud, il faut trouver peut-être des poux sur des crânes rasés. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, si toutes ces formations exclues, tous ces leaders mis de côté et se retrouvent aujourd'hui et essayer de travailler main dans la main, il faut quand même espérer que ça doit porter. Puisqu'au-delà même des revendications qui ont été faites, notamment la réintégration sur la liste électorale de ces personnalités déclarées, de ces personnalités écartées aujourd'hui du terrain politique ivoirien, il faut comprendre qu'il y a un autre enjeu derrière. Il s'agit du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il va le briguer ou pas. Vous avez suivi même Laurent Gbagbo qui disait qu'il n'était pas au pays lorsqu'il briguait le 3e mandat. Il n'était pas au pays. Maintenant, cette fois-ci, il est rentré. La question 4e mandat aussi est posée sur table. Est-ce qu'il faut le laisser faire? C'est aussi un autre combat, puisque tout tourne autour de ça. Si on est en train d'écarter les autres, c'est pour peut-être libérer le terrain pour Ado qui reste jusqu'ici silencieux sur son projet de 4e mandat. Qui maîtrise quand même la règle des jeux. Un Tidiane Thiam. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc on peut juste pas se précipiter pour faire une déclaration hâtive. Donc il faut maîtriser le jeu. Il faut écarter tous les adversaires poignants qui ont du poids et puis essayer d'étaler son tapis rouge, c'est-à-dire son projet au grand public. Le prince de Machiavel. Peut-être, pourquoi pas. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Les moyens, forcément. Nous sommes en politique. Je le disais tantôt, Tidiane Thiam, inéligible parce que, pour des raisons de nationalité, on a débattu de ce sujet ici à travers certains de nos confrères vivant du côté de la Côte d'Ivoire. C'était quand même une question cruciale puisqu'Alassane Draman Ouattara lui-même en a payé les frais à un certain moment. Donc on peut dire que cette question est résolue à travers ce cas, le cas Tidiane Thiam. Mais de l'autre côté, il y a une question pendante aussi qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le cas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a été écarté de la liste électorale parce qu'on estime qu'en Côte d'Ivoire, il a quand même cette condamnation de 20 ans de prison. 20 ans de prison qui pèsent sur lui pour le braquage de la BCAO, Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, en 2011. Aujourd'hui, fait pesant, on peut le dire, Gbagbo se bat pour redorer son image et sur le plan national et sur le plan international, qui pense, coûte que coûte, vaille que vaille, que son adversaire direct, Alassane Draman Ouattara, est en train de tout faire, au-delà même des élections, pour salir son image. Aujourd'hui, on a deux hommes politiques qui, de surcroît, devant, selon beaucoup d'observateurs, qui, dans leur démarche, ont quand même péché Tidiane Thiam, parce qu'il n'a pas pensé d'abord à se débarrasser de sa nationalité française avant de s'inscrire sur la liste électorale. Gbagbo, qui n'a pas voulu ou qui n'a pas su, comment je peux dire ça, prendre une bonne alternative quant à ces 20 ans d'emprisonnement ou ces 20 ans de condamnation ici sur le territoire national, bien qu'acquitté à l'international par la CPI. Non mais justement, il est question aujourd'hui de redorer l'image, le blason de son image. Et donc, pour le moment, c'est ce qui est en train d'être fait. Toutes ces personnalités politiques citées qui forment aujourd'hui ce front commun-là ont été écartées d'une manière ou d'une autre. Les raisons, nous les connaissons tous, soit des questions de nationalité, des questions de justice, et tout s'est réglé en justice déjà, puisque c'est la justice qui décide qui est éligible ou pas. Donc, aujourd'hui, l'enjeu est là, puisque politiquement parlant en Côte d'Ivoire, nous connaissons comment les élections, souvent ces dernières années se sont déroulées, surtout les dernières élections organisées au temps de Laurent Gbagbo. Oui, on le sait comment ça a été émaillé de violence et de tout. Donc aujourd'hui, la question, c'est l'inquiétude, la préoccupation, c'est d'éviter de tels cas
aujourd'hui en Côte d'Ivoire, puisqu'il faut quand même comprendre que depuis le régime Alassane Dramane Ouattara, il y a quand même une certaine accalmie, il y a un progrès. Donc l'homme a passé, d'abord il a fait 3 mandats. Est-ce qu'il faut donner la chance, puisque il n'est pas le seul Ivoirien quand même capable de il y a quand même une guerre de succession, même au sein du parti. Même au sein du parti. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au sein du parti PDCI-RDA. Et donc, soit... Non, mais le PDCI n'a pas de problème de succession. Hein. Tidjane Thiam est la seule solution. Mais vous devez comprendre que l'affaire qu'il a mis sur les bancs de touche aujourd'hui a été créée même par les partisans même du parti. Par des dissidents, qualifiés de dissidents. Bon, qualifiés de dissidents, mais qui se réclament jusqu'à présent. La dame d'ailleurs qui a porté l'affaire devant la justice, c'est une membre du parti. Et donc, quelque part, ils se sont... Bon, quelque part, au sein du parti, les ennemis de Tidjane Thiam, je le disais l'autre fois dans la même émission, que les ennemis de Tidjane Thiam se trouvent au sein de son parti. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le combat que l'on est en train de mener, comment ça va porter, étant donné qu'au sein de notre parti, on n'arrive pas à faire un toilettage. C'est-à-dire, il faut commencer d'abord par balayer devant sa porte. Pour le cas Tidjane Thiam, c'est ça, ou à moins de 4 mois de la tenue des élections présidentielles. Valérie Apo n'a pas fait ça peut-être pour... Elle défendait une cause, bien Valérie défendait une cause, mais ça a causé du tort à Tidjane. Et aujourd'hui, Tidjane est déclaré inéligible par la justice ivoirienne. Oh, peut-être, est-ce que Valérie, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle a ses raisons que la raison elle-même ignore. Mais ce qui est sûr, cela a pesé lourdement sur Tidjane Thiam. Et donc, tous ceux qui ont été écartés du terrain politique se donnent aujourd'hui la main pour mener un front commun contre le pouvoir en place, puisque jusqu'ici, on pense que tout ce qui a été fait avec ces écartements de part et d'autre, que c'est l'œuvre de pouvoir d'Abidjan. Il faut le dire pour l'heure, comme on l'a rappelé, Alassane Dramane Ouattara sera candidat ou non, on n'en sait pas plus, puisque le principal concerné ne s'est d'abord pas exprimé. On est à quelques mois, nous sommes au mois de juin, juillet, août, environ 4 mois nous séparent des élections. Environ 4 mois nous séparent de ces élections présidentielles, de ce côté, l'élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire, où le climat politique n'augure pas, en tout cas, un paysage reluisant. Il faut le rappeler, avec cette coalition, ce front commun du PDCI-RDA et du PPA-CI, on va appeler un accord de circonstance entre Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, tous écartés de la course à la présidentielle. On ne va pas aller plus loin. Oui, il y a d'autres figures, mais aujourd'hui, puisque ce sont les deux qui font front commun, on va rester sur les deux, mais sinon, vous l'avez déjà rappelé, il y a d'autres figures comme Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, entre autres. Merci en tout cas à Yamoussa Cheikh Camara. On va suivre de très près l'évolution de ce côté, du côté de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci Yaya. Je dis Yaya, bon. Yaya prend tout établissement à lui, qui n'est pas dans ce studio ce matin. Et à Mohamed Leba. Merci à Moussa Cheikh Camara. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, à la réalisation. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend la semaine prochaine avec l'équipe au grand complet, si Dieu le veut bien. Merci de rester au compte de nos programmes, en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.